Avez-vous déjà croisé la personne qui vous a donné la vie, et n'y avoir vu qu'un abîme de déception? Avez-vous déjà ressenti ce froid glacial, ce silence poli qui s'installe au bout d'une table lors d'un repas de famille du dimanche? Quand chaque regard des invités vous crie que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes l'intrus, le maillon faible? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes pires cauchemars. Pendant plus de 40 ans, j'ai été l'ombre silencieuse d'une lignée d'hommes forts. Mon père me regardait comme si j'étais une anomalie, une erreur de parcours, un artiste égaré dans une famille de bâtisseurs de vignerons au sang dur. Pour lui, j'étais le raté. Celui qu'on tolère par devoir chrétien, mais dont on évite de prononcer le nom devant les banquiers ou les partenaires d'affaires. Vous savez, quand on grandit sous un tel poids, on finit par croire à sa propre indignité. On se lève le matin en se demandant ce qu'on a fait de mal. On regarde ses mains, on regarde son travail, et on se dit que peut-être, ils ont raison. Mais il y avait encore quelque chose que je ne voulais pas voir à l'époque. Une ombre bien plus sombre qui planait sur notre domaine familial, le domaine des Roches Bleues, niché, au cœur des collines rocheuses du Luberon. Une trahison si profonde, si méticuleusement préparée dans le secret des cabinets d'avocats, qu'elle a failli tout détruire, nos terres ancestrales, nos mémoires d'enfance, et les quelques morceaux de dignité qu'il me restait encore à sauver. J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire. En France, nous avons cette culture du secret de famille, cette pudeur bourgeoise qui préfère étouffer la pourriture sous de beaux tapis plutôt qu'aide laver son linge sale en public. Mais vous devez le savoir. Vous devez savoir ce qui se passe quand les masques de la respectabilité tombent, et que les héritiers dorés, ceux que l'on croyait parfaits, révèlent leur vraie nature. Un vide abyssal dévoré par la cupidité, c'est exactement à ce moment-là, alors que je touchais le fond du gouffre, sous la pluie d'un orage d'été, que le destin a commencé à présenter sa note. Et croyez-moi, la justice divinée n'utilise jamais de raccourcis. Elle prend son temps, elle avance sur des pattes de velours, mais quand elle frappe, elle ne rate jamais sa cible. Restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'oublierez pas, pour bien comprendre comment tout a basculé. Il faut que je vous parle de là d'où je viens. Je m'appelle Julien. J'ai aujourd'hui 42 ans. Ma vie je l'ai passée au contact de la terre, mais pas de la manière dont mon père l'aurait souhaité. Depuis que je suis tout petit, ce qui me fascine, ce ne sont pas les rendements à l'hectare, les cours du vin en douane ou les négociations serrées avec les importateurs de New York ou de Tokyo. Ce sont les arbres. C'est l'odeur du thym écrasé sous les pieds après une journée de canicule, le murmure du vent dans le feuille argenté des oliviers centenaires, la géométrie invisible d'un jardin de garrigues qui survit au gel tranchant de l'hiver et à la fournaise de l'été provençal. J'ai fait des études de paysage. À Paris d'abord. Je me revois encore à 20 ans, dans ma petite chambre de bonne sous les toits, étouffant au milieu du béton et de la grisaille, rêvant dès la lumière dorée qui frappe les falaises de Gordes en fin d'après-midi. Dès que j'ai obtenu mon diplôme, je suis revenu au pays. J'ai monté ma petite structure, Luberon Jardin. Ce n'était pas grand-chose. Un vieux camion d'occasion acheté à crédit, quelques outils de taille, une bétonnière usée, et une passion dévorante. Je passais mes journées à restaurer des murets en pierre sèche, ces fameuses restanques qui retiennent la terre sur nos collines, à redessiner les sparks de vieilles bastides pour des citadins en quête d'authenticité. Je rentrais le soir fatigué, les mains couvertes de terre et de sève, le dos en compote, mais avec le sentiment d'avoir créé quelque chose de réel. Mais aux yeux de mon père Charles, tout cela n'était que du vent. Charles est un homme d'une autre époque. Un survivant de la terre qui s'est construit à la force du poignet. Il a passé 50 ans de son existence à bâtir, parcelle après parcelle, le domaine des Roches Bleues. Pour lui, la terre n'était pas un paysage à admirer. C'était un outil de production, un empire à dompter. Il avait cette fierté typique des grands vignerons de la région, pour qui une poignée de main ferme sous le porche de la cave vaut toutes les signatures du monde. Mais c'était aussi un homme dont le cœur était une forteresse imprenable. Il ne disait jamais merci. Si vous faisiez du bon travail, c'était normal. Si vous faisiez une erreur, c'était une marque de faiblesse impardonnable. Chaque matin, sa routine était la même. 5 heures, prenait son café noir sans sucre dans une vieille tasse ébréchée sur la terrasse. Puis il restait de longues minutes à contempler le vignoble qui s'étendait à ses pieds. Ses vignes, son chef-d'œuvre, et puis, il y avait Marc, mon frère aîné. Marc de 3 ans mon aîné. Si j'étais le fils de la terre et du silence, Marc était le fils de la lumière et du verbe. Toujours impeccable, même en plein été, dans ses chemises en lin blanc repassées à la perfection, le cheveu gominé,
le sourire facile et rassurant. Marc avait fait une prestigieuse école de commerce à Lyon. Il savait parler aux courtiers, il maîtrisait le jargon financier, il savait comment flatter l'orgueil de mon père en lui parlant d'exportation, de restructuration de dettes, de marketing de luxe. Pour Charles, Marc était le digne successeur, le génie de la famille qui allait propulser le nom des Rochebleues dans une autre dimension. Quand mon père le regardait, ses yeux fatigués s'illuminaient d'une fierté presque dévote. Quand son regard croisait le mien, il retombait, lourd de déception. J'étais celui qui jouait avec les fleurs, le paysagiste qui passait ses journées à genoux dans la poussière pour planter des lavandes. Un métier de jardinier, selon lui. Un métier de domestique. Je me souviens d'un dimanche de vendange, il y a quelques années. L'air était lourd du parfum de la rafle de raisin qui fermente dans les cuves, un parfum entêtant qui marque le cœur de l'automne en Provence. Nous étions tous réunis autour de la grande table familiale pour le traditionnel repas. Ma mère avait préparé un gigot d'agneau confit aux herbes de la colline. Mon père s'est levé, a sorti de sa poche la montre à gousset en argent de mon grand-père, celle qui avait traversé les guerres et les crises. Il l'a posée solennellement devant Marc. « C'est pour toi, Marc », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. « Tu as la tête sur les épaules. Toi tu as l'intelligence des affaires. Tu sauras préserver ce que j'ai donné ma vie et ma santé à construire. Ce domaine a besoin d'un chef, pas d'un rêveur. » Marc a pris la montre avec un sourire modeste, presque théâtral, et m'a jeté un regard rapide, un regard chargé d'une supériorité tranquille, presque compatissante. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'avais 38 ans. J'avais passé ma semaine à travailler sous un soleil de plomb pour finir le chantier d'un client exigeant, afin de pouvoir payer mes charges M2 employés. J'avais mal au dos, mes mains étaient gercées, et j'avais cette peur sourde de ne pas y arriver. De voir ma petite entreprise couler. J'aurais tant donné pour que mon père me regarde et me dise simplement « Je suis fier de ce que tu construis, Julien ». Mais pour lui, je n'existais pas vraiment. J'étais juste un figurant dans le film de la gloire de mon frère, ce que mon père ne voyait pas, ce que son amour aveugle l'empêchait de percevoir, c'est que le beau costume de mon frère cachait des lézardes profondes. Marc menait un train de vie bien au-dessus de ses moyens à Aix-en-Provence. Il voulait briller dans les cercles mondains, jouer au grand seigneur des affaires. Mais l'argent facile a ses propres exigences. Et pour maintenir les apparences, Marc avait déjà commencé à creuser un trou financier béant. Un gouffre qu'il comptait combler avec la seule chose de valeur qui nous restait. La terre de notre père. Le coup de grâce est survenu le soir du 75e anniversaire de mon père, au début du mois de juin. Pour marquer ce quart de siècle supplémentaire, Charles avait vu les choses en grand. Il avait fait dresser des tables sous la grande pergola du domaine, celle couverte de vignes vierges que j'avais taillées et soignées pendant des années, pour qu'elle offre l'ombre parfaite. Tous les notables de la région étaient présents. Le maire du village, les courtiers en vin de la vallée du Rhône, nos plus gros clients, et Maître Laurent, notre notaire de famille depuis toujours, un homme aux cheveux blancs et à la mine toujours grave. L'ambiance était festive. On buvait les vieux millésimes du domaine, des flacons que mon père gardait jalousement dans la cave privée. J'avais passé les 3 derniers mois à préparer un projet de transition écologique pour le domaine. Je savais que les sols des Rochebleues commençaient à s'épuiser à force de traitements chimiques systématiques imposés par Marc pour maximiser les rendements. Le taux de matière organique s'effondrait, les vignes tombaient malades. J'avais conçu un plan d'agroforesterie complet. Réintroduire des arbres protecteurs centre les rangs de vignes, recréer de la biodiversité, et parallèlement, transformer les anciennes bergeries en ruines du domaine en gîtes écotouristique haut de gamme, pour diversifier les revenus et assurer la survie financière du domaine sans dépendre uniquement des aléas du climat. C'était mon cadeau pour lui. Ma façon de dire. Regarde, je peux t'aider. Mon savoir-faire a de la valeur pour notre terre. Au milieu du dîner, mon père s'est levé pour faire son discours officiel de transmission. Un silence respectueux s'est installé. Seul le chant des cigales dans les grands pins parasols troublait la nuit tiède. Mes chers amis, a commencé mon père, sa voix résonnant sous la pergola. Un homme doit savoir quand il est temps de passer la main. J'ai consacré ma vie à cette terre. Aujourd'hui, ma force décline, et il est temps que le domaine des Rochebleues entre dans une nouvelle ère. J'ai donc pris des dispositions officielles avec Maître Laurent ici présent. Il a fait une pause, a regardé Marc avec une émotion non dissimulée puis a repris. À compter de ce jour, Marc prend la direction générale et exclusive du domaine. Les parts de l'exploitation lui sont intégralement transférées. J'ai décidé, afin de préserver l'unité des terres,
et d'éviter que le domaine ne soit morcelé ou affaibli, que Julien recevrait sa part d'héritage sous forme d'une soulte financière représentée par les parcelles rocheuses du versant nord, les terresses non agricoles. Marc aura les pleins pouvoirs pour décider de l'avenir de l'exploitation. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La compensation financière était dérisoire par rapport à la valeur du domaine viticole actif. Mais ce n'était pas l'argent qui me faisait mal, c'était l'exclusion. On me chassait de la terre de mon enfance. On me reléguait sur le versant nord, là où rien ne pousse, là où il n'y a que de la caillasse et des chênes verts rabougris. J'ai regardé Maître Laurent. Le vieil avocat a évité mon regard, ajustant nerveusement ses lunettes. J'ai compris que tout avait été préparé dans l'ombre, signé en secret dans son étude de Cavaillon, sans que je n'ai jamais été consulté. Je me suis levé. Ma chaise a produit un grincement strident sur les dalles de pierre. J'ai essayé de garder ma voix stable, de ne pas laisser transparaître la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. « Papa », ai-je dit, en tenant mon dossier sous le bras, « j'ai préparé ce plan d'agroforesterie, nous pouvons moderniser le domaine tout en respectant la terre. J'ai des solutions pour diversifier nos revenus, pour que nous travaillions ensemble, Marc et moi. » Mon père s'est tourné vers moi. Ses sourcils épais se sont froncés. Il a eu ce petit rire sec, ce rire condescendant qui m'avait poursuivi toute ma vie. Il a regardé le maire, puis s'est tourné vers l'assemblée des notables, comme pour les prendre à témoin de ma naïveté. « Julien » a-t-il dit d'un ton fort, pour que tout le monde l'entende bien. « Tu es un artiste. Un doux rêveur. Et les artistes ne paient pas les factures à la fin du mois. Contente-toi de tondre la pelouse et de planter tes fleurs chez les riches touristes. Laisse la terre et les affaires sérieuses aux hommes qui savent ce que signifie gérer une entreprise. » Un froid polaire s'est abattu sur la table. Marc a ajusté le col de sa chemise en lin, un sourire victorieux au coin des lèvres. Autour de nous, les invités ont soudain trouvé leur assiette ou leur verre de vin d'une importance capitale. Personne n'a branché. Personne n'a dit « Charles, tu es trop dur avec ton fils ». Personne ne s'est levé pour contester cette injustice publique. Le silence complice de ces gens avec qui j'avais partagé des dizaines de repas m'a transpercé le cœur. Ma mère a baissé la tête, les larmes aux yeux, mais elle n'a pas osé affronter l'autorité sacrée de mon père. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser mon dossier sur la table. J'ai senti les larmes de honte et de colère monter, mais je me suis forcé à les ravaler. J'ai pris ma veste, j'ai reculé d'un pas. « Très bien », ai-je murmuré, la voix brisée. « Bonne fin de soirée. » Alors que je descendais les marches de pierre menant au parking, sous les premières gouttes d'un orage d'été qui commençait enfin à éclater, j'ai entendu le rire sonore de mon frère Marc résonner sous la pergola, suivi du tintement des verres qui trinquaient à sa santé. Je me suis retrouvé seul dans mon vieux camion, le front appuyé contre le volant, pleurant toutes les larmes de mon corps sous la violence de l'averse. Ce fut le moment le plus bas de ma vie. Celui où j'ai compris que mon père ne m'avait jamais considéré comme son fils. Pour lui, j'étais juste une erreur de casting. Les mois qui ont suivi cette humiliation ont été les plus sombres de mon existence. Je me suis smuré dans un silence de plomb. J'ai pris un petit appartement de 2 pièces au-dessus d'une boulangerie dans le centre du village. J'ai coupé les ponts avec mes parents, refusant de répondre aux appels de ma mère qui essayait de jouer les médiatrices. Je me levais chaque matin à 4 heures, le corps endolori, l'esprit embrumé par le manque de sommeil. J'avais cette douleur constante dans le bas du dos, cette fatigue nerveuse qui vous ronge de l'intérieur quand vous vous sentez inutile et rejeté, mais je ne me suis pas effondré. J'ai canalisé toute cette souffrance, toute cette colère noire, pour en faire une discipline d'acier. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai accepté tous les chantiers, même les plus difficiles, ceux que mes concurrents refusaient. Je passais mes soirées à concevoir des projets paysagers complexes sur ma table à dessin, trouvant dans la rigueur des lignes et des plans une forme de salut mental. Et surtout, je n'ai rien dit à personne de ce que je ressentais ou de ce que je projetais. J'attendais, j'observais. Et j'apprenais à être patient. Dans nos petits villages de Provence, les secrets sont comme l'eau dans le calcaire. Ils finissent toujours par ressurgir quelque part. Les ouvriers agricoles du domaine des Roches Bleues, que je connaissais depuis l'enfance, et avec qui j'avais souvent partagé le casse-croûte, venaient parfois me voir à mon atelier ou me croisaient au bistrot de la place. Ils me racontaient la dérivée de l'exploitation. Marc avait augmenté les cadences, imposé l'usage massif de désherbants chimiques pour réduire les coûts de main-d'œuvre, et s'était disputé avec nos clients historiques sans voulant augmenter les prix de manière injustifiée. Le climat social était détestable. Et puis, il y a eu ce coup de téléphone en novembre. Un de mes anciens camarades d'école d'architecture paysagère,
installé à Marseille, m'a appelé pour me demander des renseignements sur la qualité des sols autour du domaine. Il travaillait pour le compte d'un cabinet d'audit lié à un grand groupe hôtelier international basé à Londres. En posant quelques questions discrètes, en consultant les registres du cadastre à la mairie du village pendant mes heures de pause, la vérité a fini par éclater dans toute sa laideur. Mon frère Marc était au bord de la faillite personnelle. Ses investissements dans des complexes immobiliers en Espagne avaient tourné au fiasco complet. Il devait des centaines de milliers d'euros à des créanciers privés et aux banques. Son plan pour sauver sa peau était d'une lâcheté absolue. Il négociait en secret la vente complète du domaine des Roches Bleues à ce groupe hôtelier étranger. Le projet prévoyait de raser plus de la moitié des vignes historiques, celles plantées par notre grand-père, pour y construire un complexe de golf de 18 trous avec des villas de luxe et un hôtel de béton. Il allait brader 50 ans de la vie, de la sueur et de la fierté de notre père pour effacer ses propres erreurs de flambeur. Mais il y avait encore quelque chose que je ne voulais pas voir à l'époque, mais que j'ai fini par comprendre en analysant les documents cadastraux originaux de la Soultec, mon père m'avait imposé. Pour m'écarter à moindre coût, Marc et Maître Laurent m'avaient attribué le versant nord de la colline, les parcelles dites stériles. Mais ce qu'ils ignoraient, car ils n'avaient pas pris la peine de relire les vieux actes notariés rédigés à la main au XIXe siècle, c'est que ces parcelles s'abritaient la source de la Font de l'Orme. Cette source alimentait, par un réseau de galeries souterraines en pierre de taille, le grand bassin de rétention historique situé au centre du domaine viticole. Sans l'accès à cette source, située sur mes terres, le domaine n'avait aucun droit d'irrigation légale. En Provence, la terre sans eau ne vaut rien. Absolument rien. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où un être humain peut aller quand on lui enlève tout? J'ai trouvé la réponse. J'ai contacté un avocat d'affaires chevronné à Marseille, spécialisé dans les restructurations d'entreprises agricoles et les conflits de succession. Nous avons élaboré un plan d'une précision chirurgicale. J'ai réuni toutes mes économies, j'ai contracté un prêt important auprès d'une banque éthique spécialisée dans la transition écologique, et j'ai obtenu le soutien financier d'un fonds d'investissement vert, qui cherchait à investir dans des projets d'agriculture et durable. Pendant que Marc continuait ses soirées mondaines et ses mensonges, le piège revenait lentement sur lui. Le château de cartes de mon frère s'est effondré au début de l'automne suivant. Les auditeurs du groupe hôtelier anglais, venus inspecter le domaine en vue de la signature finale, ont découvert la faille juridique majeure que mon avocat et moi avions formellement notifiée par huissier. L'absence totale de droit d'eau pour l'exploitation, sans mon accord écrit. Le groupe immédiatement réalisé que le projet de golf et de complexe touristique était irréalisable, sans le contrôle des terres du versant nord. Craignant une bataille judiciaire longue et coûteuse, ils se sont retirés des négociations en 24 heures. Marc s'est retrouvé piégé. Ses créanciers n'attendaient plus. Les banques ont engagé une procédure de saisie conservatoire sur le domaine. La faillite était imminente, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le village. Au café de la place, on ne parlait plus que de la ruine des Roches Bleues. Mon père, affaibli par le stress et victime d'un accident cardiaque léger qui l'avait laissé très fatigué, s'était muré dans sa maison. L'empire qu'il avait bâti de ses mains allait être vendu aux enchères judiciaires sur les marches du tribunal d'Avignon. Le nom de notre famille allait être traîné dans la boue, c'est à mon précis que je suis intervenu. Pas pour me venger avec arrogance, mais pour imposer la justice de la terre. J'ai convoqué une réunion extraordinaire au domaine, dans le grand bureau en noyer où mon père avait signé mon exclusion un an auparavant. L'atmosphère était étouffante. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir usé, le regard vide, les mains posées sur sa canne, semblant avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Marc était là aussi, le visage blafard, les cheveux ceint désordre, les yeux rougis par l'angoisse et le manque de sommeil. Maître Laurent se tenait debout près de la fenêtre, le visage sombre. Je suis entré avec mon avocat de Marseille. J'ai posé un dossier bleu sur la table, juste devant mon frère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Marc d'une voix rauque, presque inaudible. Mon avocat a pris la parole d'un ton calme et professionnel. Il s'agit d'un protocole d'accord et d'une offre de rachat global. Monsieur Julien a racheté, par le biais de sa holding et avec le soutien d'un fonds de transition agricole, l'intégralité des créances du domaine des Roches Bleues auprès du consortium bancaire. À cette heure, Jules Inieste, le principal et unique créancier du domaine. Marc a écarquillé les yeux, saisissant les feuillets d'une main tremblante. « C'est impossible ?»
Où as-tu trouvé cet argent? Tu n'es a-t-il crié? Tentant de retrouver sa superbe d'autrefois. Le jardinier, comme tu dis, a répondu mon avocat, gère une entreprise saine qui dégageait de bénéfices constants. Et le fonds vert qui l'accompagne croit en son projet de réhabilitation écologique du domaine. Voici les options qui s'offrent à vous aujourd'hui, Marc. Soit nous laissons la procédure de saisie aller à son terme, ce qui signifie votre faillite personnelle immédiate, et la perte totale du domaine familial aux enchères. Soit vous signez cette cession globale de vos parts à Julien, pour un euro symbolique. Julien prend la direction générale et assume la totalité des dettes. Vous quittez l'administration du domaine immédiatement, et vous renoncez à tout droit de regard sur l'exploitation. Marc a regardé notre père les yeux implorants. Papa, dis quelque chose, il veut me voler le domaine, c'est mon domaine, c'est toi qui me l'as donné. Mais mon père n'a pas bougé, il est resté immobile, le regard fixé sur la table. Il a lentement tourné la tête vers Marc, et dans ses yeux, j'ai vu pour la première fois non pas de la colère mais une immense déception. Une lucidité tardive et douloureuse. Tu m'as menti, Marc, a dit mon père d'une voix faible mais tranchante comme une lame. Tu as voulu vendre la terre de mon père à des étrangers pour faire un golf. Tu as détruit ma vigne, tu as ruiné notre nom. Signe ces papiers. Signe-les et va-t'en. Marc a compris que le jeu était terminé. Le masque était tombé, révélant le vide de son ambition. Il a pris le stylo d'une main tremblante, a griffonné sa signature au bas du protocole, puis s'est levé brusquement. Il a quitté la pièce en bousculant une chaise. Il a quitté le village le lendemain matin pour s'installer à Paris. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles depuis ce jour-là. Maître Laurent a ramassé les documents, m'a regardé avec un respect mêlé de crainte, puis est sorti à son tour, nous laissant seuls, mon père et moi, dans le silence du bureau. Mon père a levé les yeux vers moi. Des yeux fatigués, usés par la vie et la honte d'avoir été si aveugle. Il a murmuré d'une voix tremblante. Tu vas tout raser pour faire tes parcs et tes jardins de touristes, pour me punir de t'avoir écarté? Je me suis approché de lui. Je n'avais aucune envie de triompher ou de l'humilier. La terre m'avait appris que la vengeance est une mauvaise herbe qui étouffe les bonnes plantes. J'ai posé ma main sur le bureau en noyer. Non papa, je ne vais rien raser. Je vais sauver ce domaine. Je vais faire ce que tu n'as pas eu le courage de faire. Soigner cette terre épuisée pour qu'elle continue à donner du vin de qualité bien après que nous soyons partis. Je vais réparer ce que Marc a dit. Ce jour-là, j'ai compris que la plus belle des victoires n'est pas de voir chuter ceux qui vous ont fait du mal, mais de se tenir debout sur les ruines de leur orgueil, pour reconstruire ce qu'ils ont été incapables de préserver. Depuis cette réunion dans le bureau en noyer. Aujourd'hui, le domaine des Roches Bleues commence enfin à respirer à nouveau. J'ai mis en œuvre le plan d'agroforesterie que j'avais dessiné avec tant d'espoir. Nous avons supprimé tous les pesticides chimiques, réintroduit des haies de biodiversité pour protéger les vignes, tracer et retenir l'eau dans le sol. Nous produisons moins de bouteilles, mais notre premier millésime biologique a reçu une médaille d'or au concours des vins de la vallée du Rhône. Les restaurateurs étoilés de la région commencent à inscrire notre vin sur leur carte. Mon entreprise de paysagisme continue de tourner, et les deux activités se complètent aujourd'hui parfaitement. Mon père vit toujours ici. J'ai insisté pour qu'il garde la petite maison de gardien, en pierre sèche située à l'entrée du domaine, celle qui surplombe les vignes qu'il a plantées dans ce. Il passe la majeure partie de ses journées assis sur son banc en bois, à regarder le soleil descendre derrière les collines du Luberon. Nous ne parlons jamais du passé. Nous n'avons jamais eu cette grande discussion dramatique, ces aveux ou ces excuses formelles que l'on voit parfois dans les films. En France, nous savons que certaines douleurs sont trop lourdes pour être mises en mots. Nous préférons le silence qui guérit au bruit qui blesse. Mais la semaine dernière, alors que je travaillais à la taille des oliviers près de la terrasse de la Bastide, sous la douce lumière de fin d'après-midi, il s'est approché lentement. Il s'appuyait sur sa canne en bois d'olivier. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, observant mon travail en silence pendant de longues minutes. J'ai continué à tailler, sentant sa présence lourde d'une émotion qu'il n'avait jamais su exprimer. Puis, sans dire un mot, il s'est avancé. Il a posé sa main rugueuse usée par le travail de la terre sur mon épaule. Il l'a serrée doucement. Un geste simple. Mais pour un homme comme lui, ce geste valait tous les discours d'amour du monde. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit simplement « Tu as fait du bon travail mon fils. Le domaine est entre de bonnes mains. » Puis il a fait demi-tour et s'en est allé d'un pas lent vers sa maison. J'ai arrêté mon geste. J'ai regardé le soleil se coucher sur les collines dorées.
L'approbation d'un père n'a plus la même importance quand on a appris à se construire soi-même dans l'épreuve. Elle n'est plus une béquille nécessaire pour avancer, mais elle apporte une paix intérieure profonde. Une réconciliation avec son propre sang. Le temps prend beaucoup de choses, mais il rend aussi. Pas toujours ce qu'on a perdu. Mais souvent quelque chose de meilleur, de plus vrai, de plus solide. Si vous traversez aujourd'hui une tempête, si vous vous sentez exclu, trahi ou méprisé par ceux qui devraient vous aimer et vous soutenir, je vous le dis du plus profond de mon âme. Tenez bon. Gardez la tête basse, travaillez dans le silence de votre atelier ou de vos pensées, et laissez vos résultats faire le bruit. Le destin a une longue mémoire, et il sait exactement quand distribuer les cartes de la justice. Merci d'être resté avec moi pour écouter cette histoire. Si elle a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû reconstruire votre vie et votre dignité face à l'injustice d'un proche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doute de lui-même aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me raconter votre propre parcours. Je lis chacun d'entre eux, et vos mots sont la plus belle récompense pour le travail que nous accomplissons ici. Prenez soin de vous, restez fidèles à vos valeurs, et rappelez-vous toujours. La terre ne ment jamais à ceux qui la respectent avec humilité. À bientôt.